Le projet YEM, c'est l'idée, le travail d'un conteur nordiste pour réinventer le monde. Bonjour Emmanuel Delattre. Bonjour Michel Picard, bonjour les auditeurs. Merci d'être dans ce studio. Avant de parler du projet, alors vous êtes un passionné des mots, des phrases, du verbe, mais qui êtes-vous ? J'ai 51 ans et presque autant d'années d'expérience dans les histoires. J'ai commencé à raconter tout de suite lorsque j'ai su lire en CE1. C'est moi, depuis la classe de CE1, qui fait toutes les lectures dans les classes qu'on devait faire. Ça allait très bien à tous mes potes qui étaient tranquilles de ce fait-là au fond de la classe. Et moi, j'adorais ça. Et j'ai poursuivi après pendant de longues années comme enfant de chœur à l'église Saint-Trictrude à Ronchin, d'où je suis originaire, et où je faisais toutes les lectures de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, en passant par sauf l'évangile, bien entendu, aux deux messes, celle de 9h et de 11h pendant 4, 5, 6 ans. Donc j'ai fait mes classes. Voilà, l'expérience est là. Alors vous êtes là pour parler de YEM. YEM, c'est un personnage, un concept créé à l'UNESCO en 2003 pour les 140 ans des Alliances françaises. On va revenir à tout cela, mais YEM, d'abord 4 lettres, Y-A-I-M, pourquoi ? Alors, créé en 2023. J'ai dit 2003. Ah oui, 2023. YEM est plus jeune en fait, que ça aussi. Les alliances françaises incarnent le déploiement des valeurs laïques, républicaines, ou d'ouverture sur le monde, de diffusion de ce qu'il y a de plus lumineux et d'universel dans l'identité française, depuis 140 ans. Et son secrétaire général, Marc Cerdan, m'a confié, et Bernard Cerchiglini, vice-président de la Fondation Alliance Française et éminent linguiste français, la responsabilité de les raconter. Et il était nécessaire pour raconter une communauté qu'elle puisse s'identifier sur un personnage. Et d'où cette idée de créer ce personnage-là, YEM, dont la première phrase en français a été « Moi, YEM bien ça ». Fondant donc son identité sur le verbe « aimer ». Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à formaliser, de plus difficile à constamment bien faire et de savoir ce que peut être l'amour ? Et je pense qu'il n'y a pas d'autre fondement que celui-ci pour développer une pensée universelle de reliaison de toutes nos différences d'êtres humains et de reliaison au monde, à l'environnement. Donc YEM n'est pas seulement un personnage. YEM est l'incarnation du verbe aimer. Et donc les récits yémans qu'on développe, on est plus d'une trentaine de conteurs aujourd'hui, conteuses également, à travailler, à créer les récits yémans pour essayer de donner une forme narrative à ce verbe d'action constitutif de l'identité de YEM. Alors pour ceux qui auraient du mal à saisir, donc on parle de cette idée incarnée, de ces valeurs, de ce concept d'humanisme, d'universalité entre les êtres humains. Mais au final, pour dire quoi ? Je pense, si vous me permettez, de revenir sur une toute petite chose avant de vous répondre, qui est de l'importance du récit, justement. Je pense que notre compétence d'homo sapiens et d'être humain réside dans notre compétence, dans notre capacité à raconter, à se raconter. Et on voit toute l'importance aujourd'hui que le récit prend, avec toutes les stories que les uns les autres peuvent faire quand ils souhaitent, pour se raconter. En psychologie cognitive, on prend conscience de soi-même quand on est capable de se raconter, et donc de guérir les traumas qu'on a vécus parce qu'on peut les raconter, donc se les approprier. Je pense aux guerres. Les faits de guerre ne sont pas importants, ne sont plus importants. C'est le récit qu'on en fait. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quel est le récit que chacun des autres construit pour rendre compte de la réalité ? Et ceci étant dit, de l'importance du récit dans nos vies, j'ai trouvé, en travaillant sur cette idée de YEM, qu'effectivement, nous manquions de récits et de personnages qui nous racontent les êtres humains aux êtres humains. On sait très bien nous raconter différents.
On sait très bien nous raconter hommes, nous raconter femmes, nous raconter sénégalais, nous raconter français, nous raconter indiens, et on a pléthore d'histoires derrière nous pour justifier nos différences. Mais d'histoires qui nous permettent de nous reconnaître comme êtres humains en deçà de nos différences apparentes, j'en connais pas. Et donc, le projet YEM avec les autres conteurs, c'est d'écrire ces histoires-là qu'on ne connaît pas encore, d'où cette idée de renouveau du monde, de prétendre qu'on regardera le monde différemment parce qu'on se le représentera différemment. Vous avez évoqué tout à l'heure le réseau des alliances françaises comme une porte d'entrée finalement pour YEM sur la planète, parce que c'est aussi la représentation culturelle de la France dans la plupart des pays du monde. Or, celle d'Islamabad n'est pas la même que celle de Tunis, et le YEM s'incarne à chaque fois de manière différente? Oui, et comme les 24 premiers récits qu'on a construits, qui sont disponibles aujourd'hui, on est 24 conteuses, conteurs différents. Aucun des récits ne se ressemble. On a des traitements de type conte merveilleux, on a des traitements type conte philosophique, on a des traitements... Il y en a un qui m'a beaucoup touché, qui est le récit du... comment on appelle ça quand on note dans son cahier personnel, cahier intime. Voilà, oui, journal intime, voilà, c'est ça. On a le journal intime de YEM. Et aucun de nous n'a copié sur les autres. On est vraiment allé chercher en soi qui est le YEM en nous, ou comment nous-mêmes nous espérons, essayons de devenir un être plus yémant. Comment notre culture, notre tradition raconte ou pourrait raconter ce personnage-là. Et l'idée, c'est d'avoir comme une sorte de diamant, des éclairages d'origine, de provenance différentes, pour rendre compte de la diversité des formes que YEM peut prendre, afin de permettre à chacun de pouvoir se l'imaginer comme il le souhaite. Et que YEM devienne notre propre héros ou sa propre héroïne. Dire que YEM, je le répète encore, si quelqu'un ose dire que YEM est un homme ou une femme, il mentira. S'il ose dire, etc., etc. Et non pas que la question du genre soit une question prioritaire sur ce projet-là. Pas plus qu'une autre. C'est vraiment juste de rendre compte de ce qui nous fait être humains. Des artistes engagés, des conteurs engagés, donc plus de 30 artistes francophones de la parole qui cumulent, j'ai lu ça sur votre site yem.fr, plus d'un millénaire d'expérience tout de même. Donc ça veut dire beaucoup d'expérience par conteur, par conteuse. Qui sont-ils, ces hommes, ces femmes ? Alors, ce sont des dépositaires de traditions orales dans leur propre pays. Je pense à Eni Iften pour la Kabylie. Je pense à Aboubakry Fall pour l'Afrique de l'Ouest, dans l'héritage des traditions orales portées par les griots qui remontent pour lui à l'Empire mandingue. C'est Soundiata Keita et on est au XIIIe siècle. Je pense à Aimé de la Salle qui nous a créé la ritournelle de YEM qu'on retrouve en introduction et en conclusion de chacun des récits, qui était bercée par les contes, qui est la fille de Bruno de la Salle, qui a créé le Clio, le Conservatoire de littérature orale. Que vous avez dirigé il y a 10 ans, hein, vous étiez directeur. Oui, c'est ça. Dans le Loir-et-Cher. Oui, tout à fait. Merci, oui, à Vendôme. Et les 24 conteurs ont, c'est ça, ces traditions différentes, ont été nourris à la mamelle de ces traditions-là et continuent à les faire vivre sur des territoires différents et pour la plupart, déjà de manière internationale et depuis de longues années. J'ai rien à leur apprendre sur l'art de conter. L'invité d'RCF Hauts-de-France est Emmanuel Delattre qui nous conte donc le projet YEM. Interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr région Hauts-de-France. Quand je vous écoutais nous conter justement YEM, vous savez que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui se disent mais l'amour qui prend forme, le verbe qui s'incarne, qui devient personnel à chacun, c'est aussi une religion. Comment est-ce que vous vous situez ?
il serait faux de dire qu'il n'y a pas une dimension spirituelle dans ce projet. Elle m'anime, mais en tout cas, il n'y a pas de religiosité. On reste tous, là, conteuses, conteurs, attachés à une tradition, donc forcément à des formes de croyance aussi, mais nous n'appartenons pas à ces systèmes d'organisation et d'entretien de la croyance. Sans les nier, mésestimer ou sous-estimer, notre fonction en tant que conteur est reliée à une communauté. Et une communauté d'êtres humains qui vivent ensemble sur un même territoire pendant une même période de temps. Et notre boulot est de faire du sens avec le réel. Justement, comment des conteurs que vous êtes, des humanistes engagés, aussi engagés soient-ils, peuvent-ils contribuer à finalement la pacification des relations entre les hommes et les femmes de ce monde ? Je pense que, quelque part, quand un homme frappe sa femme, il y a quelque chose qui doit se passer dans sa tête où il oublie qu'elle est un être humain. Je pense que quelque part, dans la tête du soldat qui en tue un autre en face, doit se passer la même chose, le même processus de déshumanisation de l'autre. Il n'y a plus de représentation de l'autre comme étant un autre moi-même. Et on n'arrive pas à se le représenter parce qu'on ne nous l'a pas raconté comme tel. Et c'est la prétention, avec ces récits yémans, de pouvoir constamment avoir une représentation mentale, parce qu'on se l'est construite en écoutant l'histoire, de l'existence de l'être humain et de l'humanité en tout être. Afin d'avoir un réflexe psychologique ou psychique qui retienne le coup de fusil ou le coup de poing ou les actes de violence, parce qu'on ne peut plus déshumaniser l'autre. On s'est reconstruit une représentation mentale de notre commune existence humaine. Alors je vais revenir un peu terre à terre, parce que certains ou certaines qui nous écoutent se disent... c'est bien beau tout ça, mais ce ne sont pas ces mots, cette vision du monde qui vont finalement me permettre de vivre, de nourrir ma famille, d'avancer, Vous leur dites quoi ? Je leur dis que... Si j'étais un peu audacieux, je leur dirais qu'ils se trompent. Je commencerai par bien les écouter d'abord, bien sûr. Mais ma conviction est qu'ils se trompent. Et parce que tout dans la nature nous encourage à penser le contraire, qui est qu'on est bien entendu bien plus fort ensemble. Et c'est particulièrement dans les moments difficiles où on a besoin de se relier, d'être avec. Et religare est bien la fonction essentielle de la religion aussi. Donc c'est se rapprocher de l'autre, c'est pas perdre de soi. Un plus un dans ces cas-là, ça fait pas deux, ça fait trois. C'est la force du collectif. Réinventer le monde, c'est aussi ce que propose Yem. Quels sont les retours que vous avez ? On a compris la partie des artistes engagés, des conteurs, mais des personnes que vous rencontrez, de celles qui écoutent, qui sont à votre écoute, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quels sont les retours ? Alors, vous trouverez sur le site yem.fr différents retours du public, des vidéos aussi qui ont été tournées à la sortie de spectacle. Il y en a un premier de retour qui m'a beaucoup touché, d'un président d'une alliance française africaine suite à la naissance, à mon récit de la genèse de Yem à l'UNESCO en 2023, qui m'a dit après « Monsieur, c'est à nos oreilles que vous avez parlé, mais c'est notre âme que vous avez touchée. » Là. Voilà, ça pourrait être définitif. Oui, ouais. On a compris d'où vient Yem, mais où va Yem ? J'aimerais bien vous dire que j'aimerais bien savoir où va Yem. Et en même temps, j'ai pas envie de savoir où Yem va aller, mais vraiment de le découvrir. Moi, j'étais vraiment très touché de recevoir les récits créés par les autres conteurs, conteuses, parce qu'ils m'ont fait découvrir qui était Yem.
eux-mêmes. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de contraintes, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses, une ligne éditoriale commune pour qu'on ait une cohérence dans tous les récits, bien sûr, et puis une marge de liberté énorme, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas là pour apprendre à ces professionnels de la parole comment l'être encore mieux. Mais là où ils ont tous été partie prenante, et il y en a qui nous rejoignent régulièrement, c'est que c'est vraiment nouveau pour eux aussi d'avoir un personnage qui n'existe pas, à qui il faut donner chair, donner une structure narrative, un squelette, une épaisseur, une dynamique, un allant, et qu'il soit seul responsable pour le faire. Chacun est responsable de sa parole. Donc je ne sais pas où il va aller et j'espère ne pas le savoir pour continuer à le découvrir moi-même. Emmanuel Delattre, on vous a compris comme finalement le donneur d'élan et puis l'organisateur un peu de... Mais vous, quelle relation vous avez personnelle avec Yem, indépendamment de vos productions? Qui est Yem pour vous? Yem est cette force en moi qui arrive parfois à me faire éviter d'être trop impatient, à me faire éviter parfois de me mettre bêtement en colère ou en rogne parce que les choses ne vont pas bien comme j'aimerais envie qu'elles aillent, ou parce que mon fils n'a pas dit la chose telle que je pensais qu'il fallait la dire, et me permet d'apaiser une certaine forme d'exigence pour moi. Le temps file, il nous reste quelques instants. Emmanuel Delattre, passionné des mots, des phrases, du verbe, j'oserais dire depuis un demi-siècle, même si ça ne nous rajeunit pas. Alors ceux qui veulent en savoir plus et rencontrer Yem et puis rencontrer des récits, assister, comment est-ce qu'on fait? Yem.fr, donc il y a 24 récits qui sont disponibles auxquels vous pouvez vous abonner pour les écouter. Il y a beaucoup d'extraits qui permettent d'entendre déjà les diverses paroles, comment celles-ci s'articulent, se répondent. C'était très étonnant également de voir que sans concertation, on a des bouts d'histoire ou des motifs narratifs qui sont identiques, qui reviennent de compte en compte. Et on sera sur Paris mi-juin. Il y a plusieurs dates, le 8, le 11, le 15 juin, dans différents endroits de la capitale. Et puis sur l'île, il y a un endroit que je fréquente de temps en temps, c'est le 3e mercredi de chaque mois au Café des Sarrasins à Oisem. Il y a une soirée conte où comment on appelle ça, en scène ouverte. L'invité d'RCF Hauts-de-France était le nordiste Emmanuel Delattre. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Merci Michel.